Ah, tout va bien. Bien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce cycle de conférences Abeilles sans frontières, organisé par l'association Free the Bees, dont je suis le président. Ces conférences sont en fait dans un cycle de conférences qui a débuté en 2020. Et actuellement, nous arrivons à annuellement une conférence par mois dans les différentes langues, que ce soit le français, l'allemand et l'anglais. Ce soir, nous allons parler français avec Mathieu Angot. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à vous tous. Voilà. Euh, nos conférences, nous les enregistrons. Donc voilà, pour les personnes qui me posent la question, rassurez-vous, tout est enregistré et sera présenté par la suite sur notre chaîne YouTube. Donc là, vous êtes en ligne, vous allez pouvoir vous concentrer sur la conférence de Mathieu. Et conférence fort intéressante, comme vous voyez, le titre, Comment passe-t-on d'une apiculture conventionnelle à une apiculture radicalement naturelle? Un sujet de haute actualité qui, heureusement, commence à concerner beaucoup de monde. De nombreuses personnes passent de l'intensif à l'extensif et c'est vraiment réjouissant. Nous, Free the Bees, qui existons depuis 2013, nous voyons cette évolution avec beaucoup de plaisir et d'attente pour voir la suite, mais c'est vraiment des choses très importantes. Mathieu, je vois dans votre signature d'email que vous êtes une personne très active. Alors, je lis formateur en apiculture, ça on l'avait deviné, mais alors conférencier, bricoleur d'images et de matières, j'adore. Et aussi en tant que bénévole et président d'une association d'escalade, un club d'escalade. Et puis, vous avez un site, je vais le publier, donc mathieu.a.fr. Voilà, C'est ça. je vous passe la parole et je souhaite à tout le monde bonne soirée. Peut-être une précision, vous pouvez soit poser vos questions à la fin de cet enregistrement, à la fin de cette présentation, ou alors, ça ne dérange pas, Mathieu, que vous l'interrompiez pendant la conférence. Je vous laisse maintenant la parole, Mathieu. Merci déjà d'être là. Ah, on a perdu votre texte. On va le remettre en ligne. Hop, Je vous laisse. je remets la. Voilà, c'est Voilà, parti. vous C'est devez bon. voir ma Super. Oui, tout Alors, va bien. bon, déjà, merci beaucoup de m'inviter. C'est très sympa de pouvoir, comme ça, parler de mon parcours parce que j'ai fait pas mal de conférences depuis quelques années. Mais c'est vrai que j'ai jamais parlé de moi et de mon parcours, ou alors très indirectement. Et du coup, ça a été un peu l'occasion de faire un petit, ben voilà, de revenir un peu en arrière, moi, et de dater un petit peu mes évolutions dans l'apiculture. Et c'était assez sympa à faire. Donc merci pour la demande. Et voilà, donc je vais vous présenter un petit peu mon parcours de comment je suis arrivé à l'apiculture et comment j'en suis, alors j'en suis pas sorti, mais comment j'ai évolué vers une apiculture vraiment hors du circuit professionnel. Mais il y a eu plusieurs étapes. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que j'incite les professionnels à arrêter d'être professionnels. Je pense que chacun doit trouver, enfin faire son petit chemin dans le monde de l'apiculture. Mais c'était juste pour présenter moi ma démarche et puis ça permet à chacun de prendre des repères, je pense, par rapport à lui, ses envies et sa façon de faire. Donc la conférence s'intitule Comment passe-t-on d'une apiculture conventionnelle à une apiculture radicalement naturelle, parce que c'est un peu le parcours que j'ai eu et vous allez voir qu'il y a eu plusieurs étapes. Alors, j'ai pas toujours été apiculteur. Au départ, avant, je travaillais dans le web et dans la vidéo. Je faisais surtout des vidéos pour les artistes et pour les entreprises. C'était une passion qui m'a pris quand j'étais adolescent, et donc j'ai fait des études pour faire ça et j'ai travaillé là-dedans. Mais mes parents sont agriculteurs bio. Ils avaient des vaches laitières, et donc j'ai toujours eu un peu cette fibre par rapport à voilà. Bon, j'habitais à la campagne depuis mon plus jeune âge. J'avais cette envie-là. Donc en parallèle de mon travail en vidéo, je faisais pas mal de contrats déjà dans l'agriculture, du maraîchage, dans paysans boulangers, enfin des choses comme ça. Et puis j'avais déjà cette idée de me lancer dans l'agriculture. Et je connaissais pas du tout l'abeille à l'époque. Et un jour, j'ai un ami, donc ça c'est en 2010. En 2010, j'ai un ami qui prenait sa retraite, enfin qui quittait le monde de l'apiculture et qui était apiculteur, lui, depuis très longtemps, et qui m'a proposé de créer un rucher autogéré, un rucher où en fait il a fait don d'une dizaine de ruches à des apiculteurs qui avaient envie de se former
et dont je faisais partie. Donc quand il m'a proposé ça, ben, entre mon envie d'explorer un peu le monde de l'abeille et puis voilà, c'était un peu l'occasion qui a fait que j'ai ouvert mes premières ruches avec ce petit groupe. Et ça a été un déclic, c'était vraiment, enfin quand on ouvre, je pense que tous les gens qui ont ouvert une ruche se rappellent de la première ruche qu'ils ont ouvert. Et moi, c'est vraiment, bon, comme un peu tout le monde, ça m'a fait un effet, enfin, j'ai tout de suite eu envie d'aller plus loin, quoi. Donc pendant on a fait une très belle saison avec ce rucher collectif. Et puis, bah, dès la fin de la saison, j'ai demandé à cet apiculteur s'il pouvait pas me donner des informations et si je pouvais pas m'installer en apiculture. Donc j'ai commencé à avoir le projet de m'installer en apiculture. Pour la petite histoire, le rucher autogéré, il a duré jusqu'en 2022. Donc pendant 12 ans, il y a plus d'une centaine d'apiculteurs, de manière tout à fait informelle, qui sont passés sur ce rucher et qui se sont formés les uns avec les autres qui se sont passés du savoir comme ça pour gérer leur ruche. Et ce rucher est passé aussi, lui, a fait le même chemin un peu que moi, où il est passé d'une apiculture assez conventionnelle à quelque chose de beaucoup plus naturel à la fin de sa vie. Je passe à la deuxième phase. La deuxième phase de mon petit parcours, c'est mon installation. Alors, quand je me suis installé, cet apiculteur qui m'a donné un petit peu les tuyaux du métier, c'était quelqu'un qui était en abeille noire. Donc, je démarrais déjà en abeille noire, en abeille plutôt locale. Il se fournissait exclusivement en abeille locale avec une reproduction en interne dans l'exploitation. Donc, ça lui permettait d'avoir une abeille plutôt adaptée, sachant qu'il n'y a pas de transhumance là où j'habite, très très peu. Donc, à l'époque, en tout cas, on avait assez peu d'apiculteurs qui étaient en buckfast ou qui importaient des races d'abeilles qui n'étaient pas endémiques. Donc, on avait une abeille noire assez facilement, qu'on arrivait à reproduire assez facilement. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Cette personne qui m'a un peu transmis son exploitation, un peu entre guillemets, traitait déjà le varroa en traitement biologique. Il utilisait de l'acide formique à l'époque. Et moi, j'ai continué à faire comme lui, comme il m'a appris, pendant plusieurs années. Il avait des ruchers sédentaires, donc j'ai repris le même modèle et je faisais des ruchers sédentaires. Donc j'avais une mielée de printemps fin mai et une mielée d'été qu'on récoltait mi-juillet ou fin juillet. Et avec ces deux mielées-là, on arrivait à faire un peu de miel pour en vivre, ou au moins en partie en vivre. Mon installation, elle s'est passée de 2011 à 2013. Donc j'ai fait une saison en 2010 avec le rucher. Et puis tout de suite, j'ai été me former. Alors en France, on a une association qui s'appelle l'ANRCA qui forme les gens à l'élevage de rennes. Donc j'ai été faire une formation là-bas. J'ai été me former chez plein d'apiculteurs parce que j'avais pour but de ne pas faire d'emprunt. Je voulais m'installer un peu par mes propres moyens. Donc j'avais cette ambition de tout faire moi-même. Et donc, je suis parti d'une quinzaine de colonies que m'a légué mon ami apiculteur. Et puis, je suis parti comme ça à faire de l'élevage de rennes pour pouvoir faire mon cheptel, construire mon cheptel tout seul. Alors, quand on fait ça, c'est vrai que c'est un très bon côté parce qu'on dépense peu d'argent et on peut rapidement avoir une exploitation viable. Le gros défaut de cette méthode, c'est que c'est très, très intensif. C'est-à-dire que j'ai multiplié vraiment beaucoup, beaucoup mes colonies dans mes premières années. C'est-à-dire que je suis passé d'une quinzaine de ruches la première saison à 40 ruches environ la deuxième saison pour passer à 100 colonies la troisième saison. Donc, c'est vraiment très intensif. C'est-à-dire que je reproduisais des essaims et des essaims et des essaims et je reproduisais des rennes toute la saison tant que c'était possible. Donc j'ai eu ce passage très intensif à l'installation parce que euh, je voulais pas dépendre d'une banque ou d'un élément extérieur, quoi. Et après cette période intensive d'installation, parce qu'il faut savoir aussi que forcément quand on reproduit de façon intensive, il faut aussi penser que les essaims vont pas forcément trouver tous dans la nature ce qu'il leur faut, parce qu'on reproduit pas forcément au moment où c'est le plus opportun. Ça veut dire on utilise beaucoup de sirop. J'ai utilisé beaucoup de sirop ces premières années-là parce que je reproduisais tellement vite qu'il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde, quoi. Donc je
j'étais vraiment dans un modèle assez intensif. Et puis, une fois que j'ai eu mes 100 colonies, et j'avais pas envie d'en avoir plus, j'ai commencé à avoir un rythme je me suis dit, je vais pouvoir me reposer sur mes lauriers et puis ça va être plus facile. Et du coup, j'ai commencé à me questionner un petit peu sur mes méthodes et puis à me questionner. Alors, je suis quelqu'un de très curieux, donc en fait, j'ai beaucoup essayé d'apprendre sur l'apiculture, mais j'ai aussi essayé d'apprendre beaucoup sur l'abeille elle-même, parce que on peut très bien avoir des cours d'apiculture qui vont vous expliquer comment on fait du miel, comment on fait des essaims. On en trouve beaucoup. Il y a beaucoup de ressources sur Internet, beaucoup de ressources, enfin même beaucoup de ruchers écoles qui proposent ça et qui vont vous apprendre à faire du miel. Mais c'est pas parce que vous savez faire du miel que vous connaissez l'abeille. Il y a plein de choses qui sont importantes dans la vie de l'abeille, dans la biologie de l'abeille, et qui sont absolument inutiles à celui qui veut faire du miel et uniquement du miel. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'abeille en tant que telle. Et quand j'ai quand j'ai commencé à m'intéresser à l'abeille en tant que telle, il y a quelque chose qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille sur les pratiques que j'avais. C'était de me dire, comment se fait-il qu'un animal qui est arrivé il y a 100 millions d'années, qui a vécu sans l'homme pendant 99% de son temps de vie sur Terre, comment se fait-il que cet animal-là, on n'arrive plus à le faire vivre sans le soin de l'apiculteur? Parce qu'un apiculteur qui s'installe aujourd'hui, eh bien, si il ne traite pas le varroa, et ça va vite devenir compliqué pour lui, ou alors il faut un suivi vraiment très bien fait, enfin, c'est compliqué. Si on ne reproduit pas artificiellement, on a tout de suite l'impression que l'exploitation va tomber en ruine. Enfin, voilà. Et donc, j'ai commencé à me questionner en me disant, c'est quand même pas normal qu'on soit obligé de s'en occuper tout le temps de cet animal alors qu'il est théoriquement capable de vivre tout seul et de se reproduire tout seul. Euh, donc ça a posé plein de questions. Et j'ai commencé du coup à me questionner sur mes propres pratiques, à me dire, bon, est-ce que moi, j'affaiblis pas mon abeille en faisant des essaims autant que je peux? Est-ce que en nourrissant massivement avec du sucre, est-ce que je suis pas en train d'affaiblir la génétique de mon abeille, etc., etc. Et donc, ces questionnements, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs points sur lesquels j'ai travaillé, et c'est ça que je voulais vous montrer ce soir, ce petit parcours-là. Alors, l'agressivité. Je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'apiculteurs qui veulent une abeille qui n'est pas agressive, une abeille qui est douce, qui va être facile à travailler. Moi, dès le début, j'ai eu la chance d'apprendre avec quelqu'un qui mettait quasiment jamais de gants parce qu'il estimait que mettre des gants, c'était prendre une place trop intrusive par rapport à l'abeille. Je m'explique, mais c'est simple à comprendre. En fait, si on a des gants, si on a une grosse combinaison, etc., on arrive et on peut à peu près tout se permettre et l'abeille ne pourra pas nous mettre dehors. Si on n'a pas de gants, euh, on est obligé de faire preuve de douceur, d'être très attentif à ce qu'on fait, parce que si les abeilles, on les dérange, on va vite se rendre compte que elles vont piquer et elles vont piquer, elles vont réussir à nous mettre dehors si elles le souhaitent. Et je trouvais que ça mettait un rapport euh, plus équilibré entre l'apiculteur et les abeilles. Euh, donc après, au lieu de travailler donc sur l'agressivité de mon abeille, c'est-à-dire acheter des abeilles douces, sélectionner des abeilles douces, j'ai décidé de travailler sur moi, comment j'ouvrais les ruches, quand j'ouvrais les ruches, parce qu'il y a clairement des jours qui sont pas propices et on ne sait pas pourquoi. Et ça arrivait que j'aille sur les ruches et que malgré qu'il fasse beau, malgré que ce qui est une belle mielée, une mielée qui les rend pas forcément agressives habituellement. Enfin, il n'y avait aucune raison qu'elle soit agressive et puis je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Donc, j'ai fini par me dire, ces jours-là ne sont pas les bons jours. Je ne suis pas une abeille, ce n'est pas moi qui décide et je repoussais les interventions si besoin. Donc ça a été une étape qui est venue assez vite parce que j'ai appris comme ça. Mais ça implique quand même de travailler beaucoup l'enfumage, d'être très attentif
et de prendre un peu plus longtemps quand on ouvre les ruches. Donc, dans une exploitation, c'est quelque chose qui peut être un peu euh, contraignant. Mais bon, ça a été mon premier pas, on va dire, en direction de l'abeille en tant qu'animal qu'on doit respecter, plus qu'en tant qu'outil de production, outil de travail, quoi. Après l'agressivité, le deuxième point sur lequel j'ai voulu travailler, c'est d'arrêter de casser les cellules royales. Alors, pour deux raisons. Une raison très théorique. La raison théorique, c'est que on se plaint qu'il n'y ait pas assez d'abeilles dans l'environnement, et je me suis dit, c'est quand même bête parce qu'on casse les reines, on casse les cellules royales, euh, alors qu'on voudrait qu'elles se reproduisent et qu'il y en ait plus dans la nature. Donc, c'était un peu, je trouvais, euh, très contre-productif, quoi. Et puis la deuxième raison, elle est très pratique par contre, c'est que en fait, j'habite en Normandie, et en Normandie, au printemps, lorsqu'on doit casser les cellules royales à cette période-là, c'est une période où il peut pleuvoir, où il peut faire froid encore. Et alors, ouvrir une centaine de ruches dans la semaine pour casser les cellules royales, c'est très fastidieux. Les abeilles sont très agressives au bout d'un moment parce qu'elles n'ont pas envie qu'on passe. Et voilà, ça devient vraiment quelque chose qui nous fait travailler contre les abeilles. Moi, j'avais vraiment l'impression de travailler contre elles. C'est-à-dire, j'arrivais dans la ruche pour les déranger, pour les empêcher de travailler. Enfin, j'étais pas le bienvenu. Je me sentais vraiment pas le bienvenu. Et c'est pas du tout pour ça que je suis venu à l'apiculture. J'avais vraiment envie de travailler avec l'abeille, je recherchais quelque chose qui est peut-être un peu illusoire, mais une espèce d'harmonie avec cette abeille. Et donc, le fait de casser les cellules, de passer très souvent pour être très intrusif et pour casser des cellules, c'est quelque chose qui m'a très vite déplu. Donc très rapidement, j'ai décidé d'arrêter de casser les cellules royales. Et donc je me suis imposé une discipline qui était de visiter très souvent les ruches, mais très rapidement. C'est-à-dire que j'avais un plastique sur les ruches, je levais le plastique pour voir ce qui se passait à l'intérieur, et la plupart du temps, je n'intervenais pas sur les cadres. C'est-à-dire que je donnais un cadre à construire ou deux cadres à construire euh, quand elles avaient besoin de place, en essayant d'arriver bien avant le moment où elles aient rempli la ruche. Et pareil pour poser les hausses, je posais les hausses, je leur donnais de la place euh, en amont vraiment de ce qu'elles avaient besoin. C'est-à-dire j'essayais d'anticiper fort, fort, fort leurs besoins, parce que l'essaimage est dû en grande partie au fait que eh ben, elles n'ont plus de place à la saison où l'essaimage doit se faire. Donc voilà, j'essayais comme ça de minimiser l'essaimage. Et puis un truc qui m'a aidé et dont je vais parler ensuite, c'est le fait de leur faire leur cire aussi toutes seules, parce que l'oisiveté des cirières quelque chose de clé dans l'essaimage. Donc, voilà, c'est pas une méthode, hein, c'est vraiment un corpus de méthodes qui permet d'arriver à quelque chose d'équilibré. Mais bon, casser les cellules royales, voilà, autant symboliquement qu'au niveau pratique, c'est quelque chose que j'ai abandonné assez rapidement, et j'avais vraiment envie d'être dans un autre rapport avec mes abeilles, quoi. Alors ça implique d'accepter les aléas, c'est-à-dire que on va passer à côté de certaines colonies. Il y a forcément certaines colonies qui vont essaimer et qu'on va pas voir. Eh bien, on accepte ça, on se dit, allez, c'est pas grave, ça fera un essaim de plus dans la nature, et tant mieux s'il peut vivre à l'état naturel. Quelque chose qui m'a très vite posé question aussi, c'est quand on stimule et qu'on nourrit l'abeille. Parce que on est dans un métier où on a l'impression toujours que les apiculteurs vont vous dire, nous, on travaille avec la nature, on travaille avec les rythmes de la nature. Moi, mes parents, ils s'occupaient des vaches, c'est pareil, ils étaient obligés de travailler avec les rythmes de la nature. Mais quand on artificialise trop, quand on stimule beaucoup, ben, est-ce qu'on travaille encore avec la nature? C'est-à-dire, on n'a plus besoin finalement on a presque plus besoin des mielés, parce qu'on va stimuler beaucoup avant pour ramasser tout le miel dès que c'est possible. On va pouvoir stimuler les essaims même quand il n'y a aucune mielée autour. Donc, c'était quelque chose qui m'a beaucoup questionné. Et puis, évidemment, il y a la question de la qualité. La qualité du nourrissement. Et bon, on sait aujourd'hui que les sirops du commerce ne vaudront jamais du miel.
Et il y a énormément d'ingrédients dans le miel, de composants dans le miel qui sont absolument pas présents dans le sirop, où on est sur du glucide pur, avec voilà, un gros manque de tout ce qui est en plus petite quantité, mais très important pour la santé des abeilles dans chaque miel, quoi. Donc, très rapidement, j'ai arrêté de stimuler. Alors, arrêter de stimuler, alors moi, je stimulais pas au sirop, mais il y a plein d'autres méthodes pour stimuler. Par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que ça m'arrivait de prendre les cadres en rive du couvain et de gratter le miel. C'est une méthode qui oblige les abeilles à déplacer le miel. Elles se nourrissent au passage du miel et ça va les stimuler au printemps. Elles vont agrandir le couvain là où on a gratté le miel. Et voilà, bon, moi j'utilisais plutôt des méthodes comme ça, qui sont un peu plus naturelles, mais qui sont quand même assez intrusives. Et j'ai petit à petit arrêté ces méthodes de stimulation. Alors là, on commence à rentrer un peu dans le dur parce que quand on arrête de stimuler, on va avoir une baisse de production. Forcément, on ne stimule pas pour le plaisir, on stimule parce que ça va faire rentrer le miel plus vite. Si on a plus de couvain, plus de butineuses, et ben, mécaniquement, on aura une belle mielée qui passe derrière. Donc là, on commence à toucher à quelque chose qui va être embêtant pour l'apiculteur professionnel parce que comme il dépend économiquement de l'abeille, comme il dépend économiquement du miel qui rentre ou des essaims qui sont produits, la stimulation est quand même un outil très important dans les exploitations. Et là, j'ai commencé à voir une baisse de la production. Mais j'ai continué quand même. Et j'ai fini par nourrir uniquement au candi. C'est-à-dire que, quelle que soit la raison, même si c'est pour nourrir un essaim, je nourris au candi en me disant que ce n'est pas un stimulant, c'est uniquement pour la survie. Donc, c'était bon. C'était aussi beaucoup plus pratique à gérer parce que vous avez des pains de candi, c'est autre chose que des bidons de sirop qui sont un peu compliqués à, à manipuler. Enfin voilà, ça m'a simplifié le travail aussi de travailler qu'avec du candi. Mais effectivement, le candi ne stimule pas comme un sirop, hein. Un sirop qui simule un nectar va être beaucoup plus efficace. Donc voilà, donc j'ai une perte de productivité liée à ça, mais je trouvais que il y avait quand même des très bonnes colonies qui sortent du lot et qui ont absolument pas besoin de stimulation. Et je reproduisais ces colonies pour avoir les génétiques qui allaient bien, quoi. Donc voilà pour le nourrissement. Alors, un gros dossier, c'est les cires artificielles. J'ai complètement arrêté les cires artificielles en 2016. Je suis passé progressivement en amorce de cire. Euh, alors, j'étais en ruche d'Adam, hein, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais j'étais en ruche d'Adam. Donc, quand vous voulez utiliser des amorces en ruche d'Adam, c'est un petit peu compliqué, ça demande un petit peu de technique parce que, comme c'est des cadres très grands, elles vont tout de suite avoir tendance à faire des bâtisses qui traversent les cadres dans tous les sens et qui vont coller tous les cadres les uns aux autres, et c'est très compliqué à gérer. Donc, je me suis fait un protocole qui me permettait de gérer ces soucis-là, dont je vais vous parler après, mais d'abord, je voudrais vous expliquer pourquoi je suis passé aux amorces en 2015-2016. En 2015, il y a eu un espèce de scandale de la cire en France. Je pense que c'était même partout en Europe. On en a beaucoup parlé, nous, en France, parce que on a découvert que certains lots de cire étaient rejetés par les abeilles. C'est-à-dire, on mettait des feuilles de cire gaufrées dans la ruche et l'abeille ne construisait pas dessus et construisait à côté, entre les deux cadres. En envoyant à l'analyse ces feuilles de cire-là, les apiculteurs impactés se sont rendus compte qu'en fait, il y avait de la paraffine dans les cires en très grande quantité, ce qui est totalement illégal, mais ça a créé un espèce de scandale de la cire à cette époque-là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de cire qui était très peu qualitative et qui était mélangée à des produits pétroliers de type paraffine et compagnie pour réduire les coûts de production. Et donc, on avait des espèces de fausses cires qui étaient polluées par des produits comme ça pour baisser le prix de production. Et donc, ça a été un moment idéal pour moi pour passer aux amorces.
et pour faire en même temps la publicité des amorces, parce que ça permettait de se passer de cette cire qui était potentiellement problématique pour les abeilles. Donc je suis passé complètement en amorce. Comme je vous le disais juste avant, c'est compliqué en dindant parce que la taille des cadres fait que ça construit un petit peu n'importe comment. Donc mon protocole, c'était d'insérer un cadre avec une amorce uniquement entre deux cadres déjà construits ou entre une partition et un cadre déjà construit. Ça me permettait comme ça de mettre des fois plusieurs cadres quand ça poussait dur au printemps. Mais ça demandait quand même une discipline, c'est-à-dire passer vraiment toutes les semaines dans chaque colonie, regarder si le dernier cadre était construit et si le cadre commençait à être suffisamment construit, réalimenter avec une amorce. Mais il ne faut pas le mettre trop vite parce que sinon les constructions sont très chaotiques. Donc c'était un petit peu compliqué, ça demandait beaucoup de surveillance. Mais comme j'avais assez peu de colonies, parce qu'une centaine de colonies c'est quand même très très peu, ça a fonctionné. Donc ça, c'était voilà, c'était une discipline, mais j'étais assez content du résultat. Euh, et les abeilles avaient l'air contentes aussi. Et alors ça a vraiment réduit l'essaimage. Hein. Ça a réduit l'essaimage parce que elles étaient vraiment occupées. Hein. Quand elles doivent faire toutes les cires, ça leur donne quand même beaucoup d'occupation. Une petite Et question au ça, passage. c'était Petite bien question sûr. au passage sur les amorces. Avec quel genre de cire, puisqu'on est sur ce thème-là maintenant? Il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais je pose celle-ci maintenant. Quel genre de cire pour les amorces? Alors moi, j'avais un lot de cire de mon ami apiculteur qui était en... Alors, il n'avait pas le label bio, mais comme il faisait que des traitements bio et qu'il évitait soigneusement les zones de culture, j'avais une cire qui était très propre. Donc j'avais un lot de cire et quand on travaille qu'en amorce, on fait, je sais pas moi, il faut avec 1 kilo de cire, on fait une centaine de cadres, quoi. Donc c'est très... c'est, ça demande assez peu de cire. Donc j'avais ce lot de cire dont je connaissais l'origine et que j'ai utilisé. D'autre part, je gardais ma cire d'opercule depuis le début de mon apiculture. Donc j'avais quand même un lot de cire que je pouvais potentiellement refondre. Alors, pour aller un peu plus loin là-dessus, euh, alors depuis 2017, j'accueille des stagiaires à la maison. Et un jour, j'ai un stagiaire qui m'a dit, mais pourquoi tu mets de la cire en fait? Parce que je leur expliquais que si je mettais un cadre vide avec mon amorce, euh, les abeilles avaient tendance à construire, si je mettais ça entre deux cadres pleins, elles avaient tendance effectivement à construire correctement. Et il me dit, pourquoi tu t'embêtes à mettre de la cire puisqu'elles vont systématiquement construire au milieu? Alors, j'ai écouté ce stagiaire, je dis, écoute, on fait un test. Euh, on fait comme tu dis, on met un cadre sans amorce, un cadre complètement vide. Et puis, dans 2 semaines, quand tu reviens, on regarde ensemble. Et ça a très bien marché. Donc, maintenant, bon, j'ai très peu d'Adam aujourd'hui, mais aujourd'hui, je m'embête même plus à mettre une amorce. Je mets un cadre vide. Point. Et la plupart du temps, ça fonctionne. Il y a toujours des colonies qui sont plus capricieuses que d'autres. Mais généralement, quand même, on a un très bon pourcentage de réussite avec ça. Donc, en fait, je me suis embêté pendant des années à mettre des amorces. J'avais pas besoin de le faire finalement parce que en mettant un cadre vide, ça fonctionne aussi bien. Voilà pour les amorces. Après, s'il y a des questions sur les amorces, je peux reprendre des questions, hein, sans problème. Euh, alors, j'ai parlé de l'élevage de rennes tout à l'heure. Euh, j'ai beaucoup pratiqué l'élevage de rennes parce que je voulais reproduire une abeille noire, une abeille rustique. J'avais cette ambition-là. Je vendais quelques essaims aussi, donc c'était important pour moi de pouvoir faire un suivi de mes rennes, de savoir de quelle souche elles venaient, etc. Donc j'avais un protocole d'élevage de rennes où je reproduisais mes souches intéressantes. Et donc j'ai pratiqué l'élevage de rennes, alors beaucoup au début, mais j'ai continué après, malgré que je produisais moins d'essaims, mais de toute façon pour renouveler le cheptel, c'était important pour moi. Euh, mais c'est vrai que l'élevage de rennes, ça me faisait quand même euh, c'était quand même ce qui me faisait vivre parce que quand on peut maîtriser la génétique de son cheptel, c'est quand même très important et c'est un peu la clé de la réussite pour une exploitation apicole.
c'est d'avoir quand même des abeilles qui vont pouvoir produire, qui sont, voilà, on laisse assez peu de place à, aux erreurs, entre guillemets, avec des gros guillemets, mais aux erreurs de la nature, entre guillemets, parce que ce que l'apiculteur estime comme une erreur, peut-être que ça aurait pu marcher. Donc, c'est toujours très difficile de manier ce vocabulaire-là. Mais, en tout cas, euh, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, bon, j'ai géré mon nourrissement correctement, je leur fais faire les cires euh, naturellement. Je réussis à les déranger de moins en moins souvent parce que j'avais aussi acquis un peu plus d'expérience avec les années d'apiculture. Et c'est vrai que plus on a d'expérience, moins on ouvre les colonies, quoi. On arrive à, en fonction des floraisons, etc., on arrive à savoir ce qui se passe dans la ruche avant de l'ouvrir. Enfin, je pense que tous les apiculteurs connaissent ça. D'année en année, ils sont, ils sont meilleurs et meilleurs et meilleurs encore tous les ans, quoi. Donc, euh, donc, ce qui me restait à améliorer, c'était cette reproduction des colonies, parce que je faisais totalement artificiellement. Ce que vous avez à l'écran, c'est ce que j'utilisais comme matériel pour faire de l'élevage de rennes. Donc c'est du plastique, voilà, on va faire du greffage où on va aller être très intrusif dans le couvain des ruches, voilà, on va et surtout ce qui m'embêtait, c'est que alors, ce qui m'arrangeait en tant qu'apiculteur, mais ce qui me posait question en tant qu'amoureux de l'abeille, on pourrait dire, c'était de choisir la génétique à la place de l'abeille. Euh, et ça a commencé à m'embêter un peu en 2021. Donc j'ai réduit un peu l'élevage de rennes, mais je me rendais bien compte que ça allait être très compliqué de continuer à être professionnel euh, en abandonnant l'élevage de rennes. J'ai eu l'ambition à un moment d'arrêter complètement l'élevage de rennes et de reproduire artificiellement en faisant des essaims, tout simplement en faisant des divisions. Je pense que c'est possible, mais j'avais plus forcément l'envie de travailler comme ça. Donc, ça a été la dernière étape la dernière, on va dire la dernière étape de ma sortie de l'apiculture professionnelle. J'ai arrêté l'an dernier de vendre des essaims et du miel. Et c'était après 2 ans de questionnement sur l'élevage de rennes. Euh, j'ai arrêté l'élevage de rennes finalement euh, parce que je ne voulais pas choisir la génétique à la place de l'abeille, parce que je me suis rendu compte qu'en limitant l'essaimage, parce que quand vous faites de l'élevage, il faut avoir ce qu'on appelle entre guillemets de la viande, c'est-à-dire il faut avoir des abeilles pour mettre vos rennes. Donc on va limiter l'essaimage beaucoup. Et l'essaimage, c'est le moyen de reproduction naturelle de la colonie. Donc ça a commencé à m'embêter tout ça. Parce qu'en parallèle, en parallèle du fait que je m'occupais des abeilles et que je produisais du miel, j'avais aussi beaucoup de lectures sur des naturalistes, des gens comme Thomas Sillet qui ont beaucoup étudié l'abeille. Et voilà, et tous ces gens-là m'ont un petit peu alimenté dans le sens de me dire, ah, est-ce que tout ça n'est pas trop artificiel? Et donc, je suis arrivé à une étape où j'ai dû faire un choix et j'ai finalement arrêté l'élevage de rennes. Et à la suite d'arrêter l'élevage de rennes, ma décision d'arrêter l'apiculture professionnelle est venue un peu naturellement parce que j'avais plus forcément l'envie de maîtriser à la place de l'abeille sa reproduction. Donc ça veut dire laisser s'aimer les colonies naturellement, mais ça veut dire aussi une production de miel qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait pour vivre. Voilà. Donc j'ai finalement arrêté l'élevage de rennes en 2022. Et alors, je le pratique encore pour des associations qui sont dans une dynamique de sauvegarde de l'abeille locale. Je trouve que ça peut effectivement avoir un sens dans ce cadre-là et dans cet objectif-là. Mais moi, chez moi, je ne le pratique plus. Je ne le pratique plus du tout. Donc, ça me fait passer au chapitre suivant, qui est la fin de l'apiculture conventionnelle. Alors, comme je le disais juste avant, ça a été un point de bascule pour moi. Et le point de bascule, il est simple, c'est la productivité. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs étapes. C'est-à-dire que
Au fur et à mesure que je me suis éloigné de l'apiculture, on va dire conventionnelle, pour aller vers l'apiculture naturelle, j'ai perdu en production, petit à petit. Parce qu'on ne peut pas tout demander à une abeille. On ne peut pas lui demander de produire beaucoup de miel, mais en même temps d'avoir une génétique adaptée à son climat. C'est-à-dire que moi, mes abeilles, c'est des petites abeilles noires. Si le printemps, il met longtemps à se mettre en place, eh ben, elles ne vont pas pondre pour me faire plaisir et être prêtes pour la mieler. Elles vont attendre que le printemps soit vraiment là. Et donc, moi, je vais prendre du retard en tant qu'apiculteur. Il y a déjà ça. Si je leur fais faire toute leur cire toute seule, l'énergie qu'elles passent à faire les cires, elles ne vont pas la passer à les butiner, en fait. Si on peut reprendre tous les exemples que j'ai pris, mais si je les stimule pas, ils vont pas être prêts à la même heure que les autres, enfin, etc., etc., etc. Et donc, au fil du temps, j'ai perdu en productivité. Alors, au début, c'était pas très grave, parce que d'une part, j'avais l'élevage de rennes qui me permettait quand même de rester à flot et de vendre quelques essaims aussi pour faire la bascule. Et puis, à un moment, j'ai transformé mes produits aussi. J'avais une valeur ajoutée. Je faisais voilà, du vinaigre de miel, plusieurs produits comme ça que je vendais en plus de mon miel. Et ça m'a permis d'avoir une valeur ajoutée sur mes produits qui me permettait quand même de rester viable malgré que ma production ait baissé. Mais quand j'ai arrêté l'élevage de rennes, je savais que c'était terminé. Je ne pouvais plus vivre, enfin, je ne pouvais plus avoir ce salaire que j'avais avec l'abeille auparavant. C'était vraiment une décision qui impliquait que j'arrête là. C'était mon point de bascule à moi. Euh, euh, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est obligatoire. Peut-être qu'il y a des gens qui réussissent à s'en sortir parce que ils vont valoriser le produit aussi, hein. J'ai des collègues qui produisent très peu de miel, mais qui valorisent beaucoup le produit, qui vendent très cher parce qu'ils ont des méthodes d'extraction où vraiment ils font ça de manière très artisanale, donc ils, ils valorisent à la mesure de la qualité de leurs produits, on pourrait dire. Euh, bon, c'est quelque chose qui était possible, mais moi, c'était quelque chose que je voulais pas faire. J'ai toujours voulu produire pour que les gens, que tout le monde puisse avoir accès aux produits. Euh, donc, c'était pas possible pour moi. Ça, c'était voilà. Mais bon, c'est très personnel. Euh, donc, ce point de bascule étant fait, je suis passé à une apiculture complètement naturelle. Et alors là, du coup, ça a été très très vite parce que j'avais plus du tout de pression économique. J'avais plus besoin de gagner ma vie en produisant du miel. Donc, je me suis rendu compte que ça a complètement changé ma vision de l'abeille, en fait. Euh, Ça fait que 1 an que c'est ma première année où je produis pas. Et en fait, oui, ça a vraiment changé ma vie parce que je regarde plus l'abeille comme un outil de production. Et même si j'avais une sensibilité où j'étais certain que j'étais très sensible à l'abeille et très respectueux, le fait de ne plus être obligé de lui faire produire quelque chose, ça a vraiment tout changé. Et je suis très, très content de cet arrêt. Au début, c'est un peu difficile parce que c'est quand même 10 ans de ma vie qui ont été intenses et qui ont été vraiment très, très riches et où j'ai appris beaucoup de choses. Et c'était assez difficile de sortir quand même psychologiquement de ce métier. Mais au final, je m'y retrouve vraiment parce que aujourd'hui, quand je vais voir mes ruches, c'est vraiment pour le plaisir. Et je sais que je vais pas les déranger. J'apprends à ne pas toucher, quoi. J'apprends à y toucher encore moins que ce que je faisais avant. Donc là, je suis passé en varée sur quasiment toutes mes colonies. Il me reste une quinzaine de colonies. J'en ai vendu, j'en ai perdu aussi avec le frelon. Et j'ai eu des mortalités sur des ruchers aussi que je ne m'expliquais pas et que je compensais avec l'élevage de rennes à l'époque où je faisais de l'élevage de rennes. Mais là, pour le coup, c'était plus possible. Donc voilà, donc là, j'ai une quinzaine de colonies que je le laisse vivre entre guillemets. Euh, je fais un suivi varrois quand même parce que ça m'intéresse déjà d'une de connaître comment elles s'en défendent toutes seules. Et je traite toujours les colonies si les comptages l'exigent. Je fais plus aucun traitement sans
je ne fais plus aucun traitement varroa sans avoir un comptage avant qui me dit qu'il y a du varroa. Pour la raison suivante, c'est que alors c'est quelque chose que j'aurais voulu faire avec mes 100 colonies, mais honnêtement, je n'arrivais pas à m'organiser comme ça. Je n'arrivais pas à compter sur tous. Je n'arrivais pas à m'organiser. Par contre, maintenant que j'en ai très peu, je peux me le permettre. Mais j'aurais toujours voulu faire ça même avant sur les 100 parce que je ne prends pas de médicaments, moi, si je ne suis pas malade. Donc j'estime que je ne dois pas mettre des médicaments dans mes ruches si les abeilles n'en ont pas besoin. Donc je fais un comptage systématique au sucre glace sur les colonies. Et si s'il y a du varroa, je traite. Mais s'il n'y a pas de varroa ou pas beaucoup de varroa, je ne traite pas. Et j'ai pas plus de mortalité qu'avant. Par contre, ça me demande un peu plus de travail par colonie, puisque je dois faire un comptage par colonie, ce que je faisais pas auparavant. Ça, c'est quelque chose qui a été important aussi, c'est que je me suis dit, mais en fait, il y a des tas de choses que j'aurais pu faire avant, mais ça m'aurait demandé énormément de travail. Et aujourd'hui, je peux vraiment travailler à une apiculture très, très respectueuse de l'abeille, parce que j'ai plus de pression sur les épaules, quoi. Aujourd'hui, je vis plus du miel. Donc, je peux faire comme je veux, je peux aller vers mon idéal. Voilà, c'est ça que j'ai toujours essayé de faire. Et mon idéal a fait qu'à un moment, c'était plus compatible avec le fait d'être producteur. J'ai dû choisir entre soit j'avais plus loin dans l'apiculture naturelle, euh, soit je continue d'être producteur, mais à ce moment-là, il va falloir rogner sur mon idéal. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, donc c'était très compliqué pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Après, je ne dis pas que je ne demande pas aux autres de suivre le même chemin que moi. On n'a pas tous le même idéal, on n'a pas tous le même curseur, et j'ai du respect pour tout le monde et j'ai pas de problème avec les collègues qui sont restés professionnels, pas du tout. Euh, voilà. J'ai mis sur le diapo, ma vision radicale était bridée. Et je pense que c'est vrai. Et même des collègues qui sont très intensifs. J'ai des copains qui sont très intensifs, qui ont des exploitations avec 700 ruches, 800 ruches, en abeilles hybrides, qui font de la transhumance et qui, malgré tout, se questionnent beaucoup sur le bien-être de leurs abeilles et qui se questionnent beaucoup sur le sens de ce qu'ils peuvent faire au quotidien. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on a souvent l'impression que des clans s'affrontent et qu'on n'est pas tous, que tout n'est pas conciliable. Euh, Vraiment, je pense que la donnée économique est une donnée clé euh, parce que, euh, parce que moi, j'avais une toute petite exploitation. J'ai rarement vécu 100% de mon abeille, en fait, hein. Il y a eu des très bonnes années où vraiment, où vraiment c'était une grosse part de mon salaire, mais j'ai toujours eu des petits boulots à côté. J'étais ce qu'on appelle un pluriactif. Donc moi, ma pression économique a toujours été très relative. Ce qui n'est pas le cas de certains collègues. Mes collègues qui vivent de ça, qui ont investi parfois 200, 300 000 euros dans leur exploitation, des fois plus, euh, ils ont cette donnée économique euh, qui va quand même peser énormément dans la balance. Et les choix qu'ils vont faire vont aussi dépendre euh, de ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller en dessous d'un certain seuil de production. Et donc, ils ne peuvent pas faire exactement comme ils veulent. J'en connais beaucoup qui auraient envie de se mettre devant les ruches et de regarder les abeilles travailler, mais qui n'ont pas le temps de le faire. Donc, euh, cette donnée économique-là, elle est très, très importante. J'ai vraiment réalisé ça quand j'en ai été libéré, quoi, et en parlant avec les collègues. J'ai mis accepter le temps long parce que le temps de l'abeille, ce n'est pas le temps de l'être humain. Et nous, on demande beaucoup à l'abeille. En une saison, on va lui demander de faire 10, 20, 30 kilos de miel, de nous donner un ou deux essaims, etc., etc. Et on demande beaucoup à cette abeille. Et l'abeille, elle est pas du tout faite pour faire ça. Euh, son fonctionnement est complètement différent. Donc,
Donc, ça m'a permis aussi de me remettre dans le temps long, de me dire, bah voilà, il y a des essaims tout petits qui arrivent pas à se développer. En tant qu'apiculteur professionnel, on a envie de l'aider, d'aller lui donner un peu de sirop, de regarder s'il y a du varroa, etc., etc. Aujourd'hui, j'accepte que ce petit essaim il fasse son chemin. Euh, et si ça se trouve, ça va pas bien se passer pour lui, le pauvre, mais ça peut aussi donner des très belles surprises et des essaims qui, pendant un an, vivotent. Et puis, ils font un petit essaimage, il y a une nouvelle reine, et puis hop, c'est reparti. Ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Chaque ruche doit être productive. Donc, une reine qui ne donne pas satisfaction, si vous êtes producteur, ben, il faut faire quelque chose. Soit vous la tuez, vous la remplacez, soit vous faites des essaims pour pallier au manque de cette ruche-là, mais il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai plus ce problème. Je laisse essaimer, j'ai des reines toutes neuves dans la ruche l'année d'après. Bon, si la reine se reproduit, si ça marche pas, tant pis, ça marche pas. J'ai vraiment une pression qui s'est retirée de mes épaules, quoi. Euh, j'ai mis ne pas attendre le changement des autres, changer soi-même. C'est moi ce que j'ai eu envie de faire. C'est vrai on entend souvent, bon, il faudrait replanter des haies, les agriculteurs devraient arrêter les grandes cultures, les pesticides sur les grandes cultures, il faudrait que les consommateurs consomment autrement, etc., etc. Effectivement, il y a plein de choses que les autres peuvent faire et sur lesquelles on doit travailler. Mais je me suis aussi rendu compte que moi, dans mes propres pratiques, il y avait des choses euh, qui ne fonctionnaient pas avec mon idéal, quoi, qui n'étaient pas assez respectueuses de l'abeille pour moi. Euh, et alors, j'avais deux choix. Soit je me dis, bah oui, moi, mon idéal, en fait, il n'est pas compatible avec le monde économique actuel. Donc, ça veut dire, euh, soit j'accepte que c'est comme ça et que je vais continuer en rognant sur mon idéal parce que voilà, l'économie ne me permet pas de vivre avec l'apiculture naturelle. Ou alors, tant pis, j'accepte que ce métier, je ne peux pas le pratiquer idéalement et je change de voie, quoi. Et j'ai choisi la deuxième solution. Mais encore une fois, c'est un choix qui est très personnel et j'ai aucun problème avec les gens qui font un autre choix. C'est très personnel. Alors, en parallèle de mon parcours en apiculture, je suis aussi dans des associations. Et en 2020, on a créé une association en parallèle à, à notre activité apicole avec des collègues. Et j'en parle parce que ce n'est pas étranger à mon parcours, à mon changement de vision de l'abeille. Euh, on a commencé un travail euh, avec une association qu'on a fondée qui s'appelle Pistil, euh, qui est en Normandie, là où j'habite. Et en fait, notre objectif, c'était de repeupler un mur d'abeilles avec des abeilles locales. C'était un parcours assez long, parce qu'en fait, on a voulu que les habitants fassent tout eux-mêmes. Donc, on a semé du seigle avec les habitants. Ce seigle, on l'a regardé pousser. On a fini par le faucher et par le battre à l'ancienne. Avec ce seigle récolté, on a fait des ateliers mensuels dans lesquels les gens ont appris à créer leurs ruches avec de la paille de seigle, hein, c'est-à-dire à l'ancienne, là, les ruches en paille. Hein. Et ces ruches-là, on leur a demandé d'aller piéger des essaims dedans. Et ces essaims, ils ont été mis dans le mur que vous voyez à l'écran, qui avait été rénové quelques années avant par la mairie du village. Euh, et contrairement à nos attentes, en fait, au début de ce projet, notre ambition, c'était de démontrer que l'abeille, aujourd'hui, a beaucoup de mal à vivre à l'état sauvage. Et donc, ça nous aurait servi d'argument pour changer l'environnement autour, essayer de pousser les pouvoirs publics, les collègues agriculteurs, etc., à changer de pratique pour rendre l'environnement plus sain pour l'abeille. Ça, c'était notre objectif de départ. Il s'est avéré qu'en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme on voulait, mais ça finit bien quand même. En fait, on a commencé à piéger des essaims,
Et très rapidement, il y a eu une dizaine d'essaims dans le mur, dès la première saison. C'est-à-dire les ruches étaient à peine finies, qu'il y avait déjà une dizaine d'essaims dans le mur. Et l'année suivante, il y a eu 32, en deuxième saison, il y a eu une trentaine d'essaims qui sont sortis du mur ou qui ont été réintégrés dans le mur. Si bien que, en fait, le lieu n'était plus visitable, il y avait trop d'abeilles, on a même été obligé d'en enlever et d'en mettre dans un autre endroit pour que le lieu reste visitable sans danger pour les visiteurs. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on voulait démontrer, que la On a quelques problèmes de son, hein. On ne vous entend plus, Mathieu. mal à s'en sortir, eh bien, vivement des abeilles qui ont réussi à s'en sortir toutes seules. Ah, attends, hop. Là, c'est de Le nouveau OK. micro fonctionne plus? C'est- C'est de nouveau OK? Il y a eu une petite coupure, mais c'est OK à nouveau maintenant. À nouveau une coupure là, peut-être. Restez peut-être sans images. Il y a encore des images qui vont venir. OK. Alors, je repartage l'écran du coup. Voilà. Alors, c'est bon? Attendez. Il n'y a plus beaucoup d'images? Là, Je... on est à la vignette numéro 11/12. OK, très bien. C'est parfait. Hop, vous voyez toujours? Voilà. Super, bon. Alors, pour finir sur Pistil, ça va être rapide maintenant. Pour finir sur Pistil, on a aussi on a travaillé aussi sur ce projet avec un laboratoire qui nous a fait des analyses de pollen toutes les 2 semaines pour essayer d'évaluer s'il y avait assez à manger pour les abeilles dans l'environnement. Et après 2 ans de recul, on s'est rendu compte que les abeilles s'en sortaient très bien avec ce qu'elles avaient à manger autour. Et que, en réalité, les 2 périodes dans lesquelles les abeilles ont du mal à s'en sortir en apiculture, c'est les périodes après récolte. C'est-à-dire qu'au mois de mai, on a une récolte de miel de printemps, il y a une famine au mois de juin, et puis au mois d'août, on a souvent chez nous le réflexe de nourrir assez rapidement parce que les abeilles ont plus de miel. Mais ça tombe exactement euh, après les récoltes. Donc ça veut dire que c'est l'action de l'apiculteur de récolter le miel qui fait qu'il y a des famines dans les ruches. Et ces colonies qu'on a laissées vivre toutes seules, dont certaines n'ont pas eu de traitement varroa, certaines ont eu un traitement varroa, en fait, le groupe d'habitants a fait le protocole qu'ils souhaitaient faire et ils ont fait des tests comme ça. Et en fait, c'est des colonies qui étaient dans des petites ruches en paille, donc qui ont beaucoup essaimé. Et l'essaimage est un moyen de lutte de l'abeille contre le varroa. Et donc, au comptage, on a quand même très peu de varroa sur ces colonies-là parce que tout simplement, elles essaiment 2, 3 fois par an, quoi. Le succès de ces abeilles à l'état sauvage a quand même fini de me... À nouveau une coupure. On ne vous entend plus, Mathieu. convaincre que j'avais plus associatif. Hop. Si j'enlève la vidéo, ça va aller? Je pense que c'est une bonne idée, effectivement. Oui, c'est parti. Euh, pour finir sur Pistil, cette action associative a fini de me convaincre d'arrêter l'apiculture conventionnelle et professionnelle parce que ces colonies à l'état sauvage s'en sortaient très bien et on avait toutes les données scientifiques qui nous disaient qu'elles s'en sortaient très très bien toutes seules. Donc aujourd'hui, je m'investis plutôt dans le monde associatif et plutôt sur des projets autour du réensauvagement de... Ouais. À nouveau, malheureusement, une coupure. Alors, ça peut être via les conférences que je fais. Voilà, je suis toujours en lien avec l'abeille.
Est-ce que ça va mieux? Là, oui, à côté, il y a quelques coupures de temps en temps. Je pense que le fait d'arrêter la vidéo était une bonne idée. Ouais. Euh, Est-ce que là, vous êtes arrivé à la fin de la conférence? On passe aux questions. Oui. Il y a encore une. Non, je pense qu'on peut effectivement passer aux questions. Très bien, très bien. Donc là, il y a des questions qui sont en ligne. Je propose peut-être que si une personne veut prendre directement la parole en direct, on lui passe la parole et je reprendrai les questions qui sont restées en suspens par la suite. Mais sinon, je passe aux questions. Je vous laisse une minute ou deux Très à bien. une personne ou deux qui voudrait se lancer directement en direct. Moi, peut-être. Bonsoir, Mathieu. Est-ce que vous Bonsoir. m'entendez? Ouais. Bonsoir, Oui, tout Mathieu. à fait, Salomon. Oui, c'est bien. Oui, ça fait un moment que je regarde vos vidéos, tout ça. J'aurais voulu vraiment savoir si, vous savez, vous avez fait les bandelettes acide oxalique glycérine. Hmm. Est-ce que vous aviez essayé et vous avez eu des résultats sur ces bandelettes? Oui. Alors, oui, j'avais essayé ça, effectivement. Alors, je le fais plus parce que c'est compliqué à produire, mais, Oui, ouais, euh, ouais, mais, je pense bien. Ouais. mais j'ai eu des bons résultats, ouais. C'était très bien et je trouvais que c'était assez doux pour les abeilles. J'avais pas de problème de mortalité, j'étais assez content de ça. Ouais, ouais. Ça marchait bien. Ouais, parce que j'essaye de faire un peu plus doux avec les abeilles. Ça me gonfle un peu tous ces produits-là. Et le varroa, en fait, de compte, on n'arrive pas à s'en défaire. Et ça devient. J'ai vu les lingettes Scott aussi, qui pourraient être pas mal de Randy Oliver. Je sais pas. C'est peut-être des choses à étudier. Voir. Ouais, je pense qu'il y a pas de- je pense qu'il faut étudier ça. Je pense que les traitements biologiques sur varroa, c'est déjà un pas vers quelque chose de plus sain pour elles, quoi. C'est sûr. Voilà, oui, pour limiter la casse, en attendant de sélectionner les abeilles, quoi. Les abeilles qui pourraient se débrouiller toutes seules, voilà. Vous voyez. Il y Ouais, avait deux ça peut être une questions sur, solution. il y avait deux questions Voilà. sur le toit, justement. Il y avait une question qui était le comptage en chute naturelle ou en prélèvement, et puis la fréquence de cette Ah, étude sur le varroa, de oui. cette Ouais, comptage. alors les comptages, j'ai fait au sucre glace, donc je prélève 300 abeilles que je mélange à du sucre glace et après je saupoudre le sucre glace et théoriquement les varrois, la plupart des varrois phorétiques qui sont sur les abeilles tombent. Ça permet d'avoir une vision très précise de combien de varrois sur combien d'abeilles sont présents et ça me permet d'être plus efficace dans les traitements. Ouais. Très bien. Et la fréquence? La fréquence, c'est si une colonie a un problème de dynamisme et systématiquement en été, après la récolte ou en tout cas après la période de récolte. Parfait. Encore une question en direct ou je passe aux questions qui sont en ligne là? Alors je prends. Les colonies en état naturel dépendent de la disponibilité des habitats dans l'environnement. Les colonies forestières sont directement en concurrence avec les oiseaux, fourmis, frelons. Les forêts, selon les régions de France, sont souvent peu dotées en arbres de gros diamètre susceptibles d'accueillir des colonies d'abeilles sauvages férales. Quelle solution artificielle, selon vous, serait à mettre en place pour suppléer à la pauvreté des habitats? Alors ça, c'est une très très bonne question et je trouve que c'est vraiment un des problèmes clés aujourd'hui. Euh, Comme je disais tout à l'heure, quand on a fait notre projet, dès qu'on a donné des habitats en paille dans la nature aux abeilles, on a vu des colonies se mettre dedans. Ça veut dire qu'il y a des colonies sauvages, qu'elles viennent d'autres abris sauvages ou qu'elles viennent de chez des apiculteurs parfois, mais en tout cas, il y a des essaims qui demandent à s'installer de manière sauvage. Je pense que tout est bon à faire. Si on peut mettre un tronc creux dans son jardin, une ruche en paille, si on peut faire comme vous faites vous, euh, en Suisse directement, ou comme je crois que ça se fait en Allemagne aussi, directement dans des arbres qu'on creuse. Je pense que tout est bon à faire à court terme pour mettre des habitats un peu partout pour les abeilles à l'état sauvage. Mais à long terme, je pense que c'est une gestion des forêts qui est intéressante. C'est-à-dire qu'à long terme, peut-être que laisser des forêts à l'état complètement naturel permettra de faire revenir des troncs creux intéressants pour les abeilles et pour les frelons et
pour une flore, pour une faune, pardon, beaucoup plus large, quoi. Mhm. Je profite peut-être de faire une parenthèse sur ce qui se fait en Suisse, que vous citiez justement. Notre association Free the Bees a commencé il y a 3 ans maintenant de créer des habitats dans les arbres selon une méthode Seidlerei que l'on a traduit par apiculture forestière ancestrale. Évidemment, ce n'est pas de l'apiculture, c'est surtout de créer des habitats dans les arbres ou de créer des imitations d'habitats. Et effectivement, selon un autre projet que nous avons qui s'appelle Swiss Bee Mapping, nous avons remarqué en 3 ans, nous étions passés de 40 colonies vivant sans intervention humaine à plus de 200, je crois qu'on est à 280, si je me souviens bien. Donc effectivement, il y a des abeilles, des colonies qui veulent vivre en liberté. Et je crois que le fait que l'habitat soit pauvre actuellement, c'est très important de le créer, alors que ce soit des ruches en paille ou d'autres types de ruches. Alors, je vais passer à d'autres questions. Une personne qui confirme que sur Apis intermissa, l'essaimage a diminué de 80%, il ne met pas d'amorce, donc ça c'est une information. Au début, il y avait des questions sur les cadres. Est-ce que c'était des cadres filés et comment se passait l'extraction? Vous avez, je crois, après indiqué que c'était des amorces sur les cadres. Ouais. Bon, j'essaie de remettre la vidéo si jamais ça coupe. OK. Oui, oui, bien, bien sûr. Euh, Parce que c'est alors, plus sympa pour les gens qui posent les. mais bien sûr, tant que ça Sur fonctionne. les. Ok. Sur les cadres, sur les cadres de corps, j'ai rapidement enlevé les jambages et les fils, parce que je n'en avais pas l'utilité. Mais sur les hausses, j'ai mis des fils. Parce que la première année, en fait, moi, j'avais un extracteur de miel classique, donc qui fait tourner les cadres. Le souci, c'est que les cadres. Alors, j'ai installé un variateur, hein, pour que ça se fasse plus doucement. Le problème que j'ai eu, c'est que ça cassait malgré tout. Donc, j'ai dû filer les cadres de hausse. J'ai continué de mettre des fils. Et en fait, les abeilles prenaient le fil dans la cire. Il n'y avait pas de souci. Ah, on est de nouveau coupé. Permis d'extraire le miel de manière très classique, comme je faisais. Parfait. Alors, quelle question il y avait encore ici? Comment récoltez-vous le miel dans les ruches traditionnelles en paille? Alors, on en récolte peu parce qu'on veut faire essaimer les abeilles. Donc, le but, c'est que quand elles ont plus de place, elles s'épouillent contre le varroa, elles essaiment et ça leur permet de se défendre contre le varroa. Malgré tout, on a quand même fait des calottes en paille. C'est vrai, au sommet de la ruche, on a un trou et on a fait une calotte, une espèce de hausse en paille qui permet de récolter 5 à 10 kilos de miel dans la calotte, quoi. Et donc, on procède comme ça. Très bien, merci. Une question en direct de Abed. Je vous laisse parole, je vous laisse prendre la parole. Si vous aviez demandé à parler, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Abed Messadoui. Alors, en attendant qu'il arrive, je reprends les questions. Il y a beaucoup de remerciements sur le partage. Merci beaucoup. Un autre biais à entrevoir, c'est l'habitude qu'on crée chez les colonies issues d'élevage de vivre en boîte. C'est une question. Ah, très bonne question aussi, oui. euh, oui, je ne saurais pas dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très, très grand. Moi, j'étais en Dadan, c'est très grand. Et sur cet espace-là, effectivement, je ne pense pas que ce soit une bonne habitude parce que ça limite l'essaimage, qui est quand même, assez important pour l'abeille pour se défendre du varroa. Et donc, de manière génétique, je pense qu'on favorise des grosses colonies depuis très longtemps et ce n'est pas forcément très bon. Abed, je vois que vous avez enclenché votre micro. Est-ce que vous êtes prêt à poser la question? Vous m'entendez? Oui, Ah oui, bonsoir. bonsoir. Vous m'avez appelé, je ne sais plus comment, je ne sais même pas comment je me suis nommé là-dessus. Comment vous passez de la dadan à la varée? J'ai commencé avec des varaies. Le problème de la varée, c'est que j'habite dans le nord, personne n'en a. C'était une catastrophe puisque
la méthode appliquée, et tout au moins par les apiculteurs, ne convenait pas du tout à la Varroa. Donc ça a été un fiasco, sachant que j'avais quand même fait un stage de 2 jours qui était très succinct chez Gilles Denis. Mais comment vous passez ensuite? Donc je suis passé en dadan, mais je voudrais revenir en Varroa. Alors comme c'est pas la même taille de cadre, voilà. Merci. Il y a deux solutions. Soit on prend une... Bon, il y a trois solutions, mais la première ne va pas être facile à mettre en place. La première solution, c'est de mettre la dadan très serrée, c'est-à-dire de ne pas lui donner de place au printemps. LSM, on récolte les seins, on met dans la varée. Bon, c'est le plus naturel, mais c'est un peu compliqué parce que forcément, il faut être là le jour où les seins sortent. La deuxième solution, ce serait de prélever la reine et un paquet d'abeilles et de la mettre dans la varée. Ça marcherait aussi. Mais moi, j'ai une méthode qui est un peu plus longue. Je me suis bricolé des. Alors, ça, il faudrait aller sur ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos là-dessus. Il faut taper dadan 8 cadres, varée 12 cadres. Et en fait, j'ai fait faire une ruche 8 cadres d'Adam et une varée sur 12 cadres. Et en fait, ça va l'un sur l'autre. J'ai agrandi la varée, j'ai réduit la d'Adam, chacune respectivement de leur côté. Et comme ça me permet de passer facilement de l'une à l'autre, quoi. D'accord. Et Varroa avec cadre, enfin avec cadre fermé, ou simplement avec barrette? Là, pour le coup, c'était des cadres parce que pour les manipulations, c'est plus simple. Mais en fait, comme je prenais que 3 cadres pour faire mon essaim, eh ben, le reste, je mettais des barrettes. Et comme ça, petit à petit, d'année en année, vous éliminez les cadres, quoi. Parce que les nouveaux éléments pour votre essaim, ils peuvent être en barrette. D'accord. Il Merci. y a- Merci. Merci Il y a des beaucoup. micros ouverts. Corinne, éventuellement, Corinne Ponchot, est-ce que tu as une question? Attends, alors. OK. Est-ce qu'il existe, pendant qu'on attend là, est-ce qu'il existe un réseau d'apiculteurs non traitants en France? Oh, c'est compliqué. Je pense qu'il en existe un, mais on n'est pas très bien fédéré en France. L'apiculture naturelle n'est pas, on n'est pas encore très, on a du mal à s'organiser en collectif. C'est tout nouveau ça pour nous. Donc il y a 2 ans, il y a eu un très bel événement dans le sud de la France qui s'est appelé Sacrées Abeilles et qui nous a permis de nous rencontrer beaucoup d'acteurs de l'apiculture naturelle. Ça, c'était super intéressant. Et depuis, il y a quelques initiatives qui visent à regrouper un peu les gens autour de cette thématique-là. Donc ça avance, mais on est un peu au début de ça. Et donc, pour le moment, c'est très informel, mais je pense à l'avenir, il y aura des collectifs qui vont se créer autour de ça, ouais, je pense. Il y a une question ici. Est-ce que vous avez fait des essais en posant des ruches au sol sur du compost ou du broyat de bois pour imiter le microbiote des troncs d'arbres? Pardon, pour imiter le microbiote des troncs d'arbres. De mon côté, c'est très intéressant. J'ai perdu la question. Sur une ruche test. Donc, je reprends, faire des essais en posant des ruches au sol. Alors, j'ai entendu parler de cette méthode, c'est très intéressant, mais non, je ne l'ai pas fait. J'ai pas essayé ça. Ça fait pas partie de mes expériences. D'accord. Alors, mon collègue André propose de faire une succursale de notre association en France. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant, ouais. Je profite de faire une petite page de pub. Effectivement, nous avons créé, derrière moi, vous voyez, une petite invitation. Nous avons fait un sentier découvert de l'abeille mellifère, insecte forestier, en Gruyère, en Suisse. Et nous allons inaugurer ce sentier le 14 avril. Mathieu a accepté mon invitation et je le remercie déjà. Donc ça, c'est une possibilité aussi de rencontrer des gens qui pratiquent de l'apiculture sans traitement, une apiculture naturelle. Si jamais, en tout cas, notez la date et il y a des conférenciers intéressants, aussi des informations sur l'utilisation de l'amadou, un champignon aussi pour aider à la vitalité des abeilles pour le système immunitaire. Enfin, des tas de possibilités qui seront offertes à ce moment-là. Je regarde d'autres questions.
Alors, ça, c'est OK. Alors, Nathalie, comment en permaculture, le problème devient la solution? L'essaimage est un moteur de vitalité plutôt qu'une perte de production. Un essaim est un problème si on ne le récupère pas. Je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus. Eh bien, si, c'est parce que ça a été une partie de ma réflexion, justement, quand je suis passé de professionnel à amateur, en fait, c'est toute la question, l'essaimage, en fait. On passe notre temps, en tant qu'apiculteur, à refuser l'essaimage, alors que c'est le mode de reproduction de la colonie, ce qui est un peu contre-productif, finalement. Euh, on passe notre vie aussi à refuser l'essaimage, donc on va créer beaucoup de couvains pour avoir beaucoup de butineuses. Or, le varroa, qui est notre principal souci, il se reproduit dans le couvain. Donc, on élève des varrois en même temps qu'on élève des abeilles. Donc, on est dans quelque chose de très paradoxal, finalement. Notre outil de production, il n'est pas dans une logique de permaculture, clairement. Et la permaculture, oui, effectivement, en permaculture, la logique, c'est, eh ben, mon abeille, elle sème, eh ben, c'est très bien. Ça assainit la colonie. Et il y a une jeune reine pour l'année prochaine. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça, oui. Ouais, ouais. Alors, je remonte dans les questions. Les murs d'abeilles, on a traité. Voilà, moi j'ai le son entre-temps. Ah, voilà. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, j'avais pas de casque avec micro avant. Merci. J'avais fait par écrit, mais moi ce qui m'intéresse, merci beaucoup Monsieur Angot pour votre conférence. J'habite en France, mais dans le sud de l'Alsace. Et moi ce qui m'intéresse, ce serait de savoir si on peut vous contacter en dehors de cette conférence, venir éventuellement pour faire un stage chez vous. C'est la première question. La deuxième question, c'est que je suis membre de Fruits de Bise en Suisse et en effet, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais rien trouvé en France de comparable. Ma question était de savoir si vous seriez d'accord de discuter sans se créer trop de problèmes, discuter de la possibilité d'essayer de mettre en place un réseau plus conséquent en France. Bah, c'est très intéressant et je pense que c'est effectivement l'avenir. Et il y a déjà des initiatives dans ce goût-là. Moi, j'ai un site et j'ai mon mail sur ce site. On peut me contacter par mail. Ok, Il y a l'association dans laquelle je suis qui s'appelle Pistil. ouais, Le site, c'est pistilasso.fr. d'accord. C'est pareil, le site n'est pas toujours à jour, mais il y a des numéros de téléphone où on peut nous contacter. Enfin, voilà. Mon site, c'est Mathieu A. Thieu On pour pourrait Mathieu. l'écrire là sur le. On pourrait écrire ça. Ah, bien sûr, je peux le mettre sur le chat, bien sûr. Ouais. Exact. Merci. Mais avec plaisir, je pense que se fédérer, c'est très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Et une question de Diego. Est-ce que la construction naturelle n'a pas aussi une influence sur la proportion, entre parenthèses, augmentation des mâles et donc sur un bon échange génétique? Tout à fait d'accord. Ça a fait partie de ma réflexion quand je suis passé en cire libre. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. Mais toujours dans la même réflexion, on se plaint que les mâles ne sont plus assez productifs, mais on passe notre temps à brider les mâles, la production de mâles. Donc les cires qui sont préformées pour faire des ouvrières brident la colonie. Et d'ailleurs, quand vous passez en cire libre, les 2 premiers cadres que vous mettez dans une colonie qui a été contrainte pendant des années à faire de l'ouvrière, elle va vous faire 2 pleins cadres de mâles. Donc il faut les faire. Donc tant qu'elle n'a pas la place où les faire, elle va être en attente de les faire. Et il y a des études dont parle Thomas Sillet dans son gros pavé sur la colonie d'abeilles mellifères, qui parle de ça et qui disent que la reine est vraiment bridée et qu'elle a vraiment ce besoin de pondre des mâles et que c'est un problème d'équilibre dans la colonie. Donc, l'idée de passer en cire libre sans contraindre avec des cires gaufrées, c'était aussi cette idée-là. C'était l'idée de dire il faut 25% de mâles à peu près dans une ruche. Et ben, il faut donner l'occasion de les faire. Évidemment. Une question sur l'apiculture radicalement naturelle. Ne doit-elle pas être celle qui favorise en premier lieu la place des colonies à l'état naturel et pas la présence de colonies concentrées au ras du sol, loin de leur écologie d'origine? Oui, oui, bah ouais, tout à fait. En fait, le but du mur à abeilles qu'on a repeuplé, c'est ce but-là. C'est-à-dire que
Bon, c'était un rucher qui a été créé en 1892, quelque chose comme ça. C'était un mur à abeilles qui a été créé à cette époque-là. Et le but de ce mur, c'était de faire essaimer les colonies pour récupérer les essaims pour les apiculteurs. Et nous, on s'est dit, on va recréer de la vie dans ce mur pour créer un mur de reproduction. C'est-à-dire que les abeilles se reproduisent et on les laisse partir. Le but, c'est de repeupler en abeilles sauvages l'environnement autour de nous. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un des gros problèmes qu'on ait. C'est-à-dire que la ressource en abeilles vivant à l'état naturel, qui est très importante pour l'avenir, je pense, de la survie de l'abeille, parce qu'elle va, voilà, génétiquement, elle va évoluer en se protégeant du varroa, en développant des choses que l'apiculteur ne va pas, lui, sélectionner dans la génétique qu'il sélectionne. Donc, je pense qu'à un moment, il faut faire confiance à l'abeille aussi et se dire, arrêtons de contrôler et laissons une place sauvage à l'abeille et on aura sans doute de très belles surprises. Concernant les mâles, une question ici. Pourtant, on nous dit que les cellules mâles sont le refuge idéal pour le varroa. Que faire? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est des choix. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Effectivement, les cellules de mâles sont plus grandes, donc les varrois vont se reproduire plus facilement dedans. Donc, effectivement, ils vont y aller plus facilement. Euh, mais de toute façon, si on bride les colonies en leur refusant l'essaimage, de toute façon, on aura plein de varrois. Qu'il y ait du mâle ou pas, c'est plus trop la question pour moi. Euh, pour moi, si on laisse essaimer les colonies, ou une partie de ces colonies, si on veut faire du miel et qu'on veut rester dans une apiculture plus conventionnelle, je pense que ça peut faire beaucoup de bien. Et d'ailleurs, dans les dernières méthodes mécaniques que les apiculteurs apprennent dans les associations de développement apicole et compagnie, c'est lié à euh, brider la ponte de la reine pour simuler un arrêt de ponte, pour simuler un essaimage. C'est-à-dire on encage la reine et on va faire un traitement pendant qu'elle est encagée. Donc on simule un essaimage et on assainit la ruche comme ça. Merci pour toutes ces questions et toutes ces réponses, Mathieu, aussi. Euh, Juste un message d'Abed qui avait pris la parole avant, mais qui a eu un petit souci de micro. Il veut juste vous dire bravo. Ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas seul. Il est donc un ancien apiculteur en France installé en Algérie et il utilise la Langstroth en naturel. Il a certes moins de production, mais une abeille en meilleure santé. C'est tout ce que je veux dire par audio. Bien à vous. Merci, bravo. Super. Corinne, Sophie, pourquoi le lien des Abeilles en Liberté, une plateforme qui a lancé l'apparition sur le magazine pour motifs financiers? Alors, je vous laisse vous répondre entre vous. Oui, excuse-moi, je veux parler directement à Sophie parce que Oui, cette plateforme a décidé doit cesser son activité pour des motifs financiers. C'est pour ça, mais je voulais pas intervenir dans la conférence, là. je crois qu'Abeilles en Liberté est en train de chercher d'autres solutions actuellement, peut-être moins de Ouais, parution même papier, mais moi, je contribue à Abeilles en Liberté. Ouais, c'est un modèle en fait, c'est un projet qui a, justement, on parlait de se fédérer en France et de créer des réseaux en France. C'était vraiment l'objectif d'Abeilles en Liberté. Donc, pendant quelques années, il y a eu une version papier qui sortait tous les trimestres, je crois. mhm. Et économiquement, avec alors pendant le Covid, le prix du papier a augmenté, etc. C'est devenu plus trop viable. Donc, ils vont garder une parution sur Internet et enfin, on va sortir des hors-séries plus régulièrement. Donc, Oui, voilà. mais Mais on est c'est pas vraiment dans cette optique-là. C'est la même optique que Free the Bees. D'ailleurs, il y a des connexions à faire, je pense. Mais voilà. En France, c'est l'acteur aujourd'hui de l'abeille au naturel en France, quoi. mais c'est pas une fédération. Dans le sens de Free the Bees, c'est des gens qui Non. écrivent et qui font paraître des articles extrêmement intéressants d'ailleurs. Merci à vous, entre autres. Mais c'est pas une plateforme fédératrice. C'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est vrai.
C'est vrai, c'est un outil de travail pour y parvenir peut-être. Mais effectivement, c'est pas en soi, c'est pas une fédération. Merci pour la précision, Corinne. Voilà, est-ce qu'il y a encore une question en direct? Oui, moi j'en aurais une peut-être. Très bien. C'est Eric Salmon. Dites-moi, euh, qu'est-ce que vous pensez de Gilles Grosmont quand il disait que les abeilles sont pleines de virus et avec comment dire, les mélanges génétiques qu'on a fait, on peut lutter ou pas contre ces virus? Alors ça, je suis pas assez documenté pour en parler. J'ai du mal à parler. J'ai vu, pardon, J'ai- pardon, j'ai- Mathieu, j'ai vu la vidéo, vous savez, Abeille et Conscience. Oui, J'ai mangé toutes les oui, oui, vidéos oui. là. Mais Ouais. je connais pas Gilles Grosmont personnellement, mais on côtoie les mêmes personnes, donc je vois je vois ce dont vous parlez. Oui. Euh, En fait, moi, j'ai pas les compétences pour en parler, mais effectivement, je pense que de ce que je peux en dire, les choix de l'apiculteur dans la génétique de l'abeille, moi, quand je sélectionnais des reines pour reproduire, je sélectionnais des reines qui me convenaient à moi en tant qu'être humain pour produire du miel. Ouais, J'avais ouais. pas du tout l'œil sur les virus, sur comment elles se défendaient des virus, etc. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il soulève quand il dit que notre sélection génétique ne prend pas en compte ça, parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens techniques de le faire. Ouais, ouais, je Euh, pense. et donc, effectivement, il y a un sujet là-dessus, il y a clairement un sujet là-dessus. Oui, et je pensais aussi je fais le lien avec Dabé Mérite, puisque de toute façon, Marc Guimard, la ruche basse consommation, j'ai essayé cette année, et franchement, les colonies, on voit vraiment la différence. Ouais. J'ai dévoré le On- livre de Jürgen Totz, bien sûr, parce que j'avais entendu parler de ça. Et puis, une fois qu'on connaît l'abeille, vraiment, c'est la biologie de l'abeille qu'il faut connaître, vraiment. Oui, c'est très intéressant. C'est assez sympa le travail de Damien, enfin de Monsieur Guillemin et de Damien Mérite après sur ça. C'est très Oui, intéressant parce qu'on se rend compte que l'apiculture professionnelle commence à prendre en compte vraiment la biologie de l'abeille. C'est-à-dire, on est en 2023, ouais, 2024, ouais, c'est et vrai. on commence à se dire que les ruches, ça ressemble pas à des troncs d'arbres, alors que c'est quelque chose qui était finalement très évident quoi, depuis le début. Ouais. Euh, Tous les apiculteurs professionnels se rendent compte que leurs abeilles vont mieux avec les partitions, en prenant en compte la température dont a besoin l'abeille, etc. Donc je trouve ça assez intéressant parce que souvent il y a beaucoup de choses sur le bien-être animal qui restent dans des réseaux très amateurs, qui restent dans des réseaux d'amoureux de l'animal, mais pas chez les professionnels. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et je trouve ça assez intéressant. Ouais, puis bon, moi, j'ai pas fait ça pour faire du miel, j'ai fait surtout pour passer l'hiver. Parce que j'ai démarré Oui, avec 10 ruches, je me suis retrouvé avec 3. J'ai redémarré avec de nouveau une dizaine de ruches, j'en avais plus que 8. Et là, cette année, j'en ai 15, j'ai regardé les cases. Toutes les cases sont là, quoi. Il y a une réponse aussi sur les virus ici. En fait, il y en a deux. La première, c'est renforcer le système immunitaire de l'abeille. De toute façon, les virus, il y en a partout et il faut vivre avec. Et puis, une autre réponse, c'était, ça y est, je l'ai perdu. Elle est partie. Alors, l'abeille est pleine de virus et de bactéries. Bref, comme le reste du vivant, je crois qu'il faut vivre avec. Et il ne faut pas lutter. Ça ne sert à rien de lutter contre les virus. Il faut vivre avec. On en a tous. Et c'est une impossibilité de vouloir lutter contre ça. Une autre question, comment gérez-vous avec les piqûres en travaillant sans gants? Euh, une piqûre, quand on s'y attend, ça fait moins mal, déjà. Et puis, plus le temps passe, moins je me fais piquer quand même. Parce qu'on arrive à détecter le moment où ça va arriver. Ça oblige à une attention toute particulière à l'abeille. Ça oblige à être vraiment avec elle. C'est-à-dire, on n'est pas ailleurs. On est vraiment à ce qu'on fait, quoi. Une, euh, vraiment être là. On fait que ça, quoi. Quand on est sur la colonie, on fait que ça. Et on l'observe
Et il y a plein de choses qui vont faire qu'on détecte le moment où elles vont s'énerver et on peut anticiper ça. Voilà. Et sur les virus, oui, je voulais, si on peut apporter un peu un aspect scientifique à cette théorie-là, parce que c'est tout à fait vrai. Et on sait aujourd'hui que l'abeille, elle porte tous les loques qui sont un des gros problèmes en apiculture, les loques américaines, les loques européennes, c'est des spores de champignons qui sont là, c'est des spores, et ça développe les bactéries. Mais en fait, c'est présent, cette bactérie, elle est présente, et elle va se développer de manière problématique uniquement si le terrain est propice. C'est-à-dire que si la colonie est faible, s'il y a moins de pollen qui rentrent, qu'elles n'ont pas les apports de protéines qu'il leur faut, là, s'il y a un stress aussi, un stress environnemental, s'il y a des produits toxiques qui rentrent dans la ruche, ça va favoriser le développement problématique des loques. Mais effectivement, elles sont toujours là, en latence, et ce n'est pas un problème. L'abeille sait très bien vivre avec, mais c'est plutôt le terrain, l'environnement qui va faire que ça se développe ou pas. Très bien. J'ai une question ici qui va me permettre de faire la transition avec la conférence suivante que nous allons donner. Alors, elle vient de Jardin-Forêt. Est-ce que l'introduction d'une nouvelle espèce déjà résistante naturellement au varroa serait une solution? Il parle ici d'Apis cerana. Je fais vite une petite parenthèse en disant que effectivement ce thème sera traité dans un mois sur cette même série de conférences sur justement un autre jeune Français, je crois, qui s'appelle Julien Dewey, je crois. Je ne suis pas sûr, mais bon, en tout cas, vous trouverez cette information sur notre site sur une abeille justement résistante au varroa. Donc, reprenez ça. Mais, Mathieu, si vous voulez répondre à la question aussi, je vous laisse bien sûr la parole. Bah, c'est rigolo parce que, en fait, Apis cerana, c'est elle qui a donné le varroa à notre abeille. En fait, varroa est arrivé chez nous parce que, en fait, notre abeille à nous, Apis mellifera, fait beaucoup de miel. C'est voilà, c'est une abeille parmi toutes les espèces d'abeilles qui existent qui fait le plus de miel. Donc, on l'a envoyé en Asie parce que les Asiatiques voulaient faire autant de miel que nous. Donc, ils ont pris notre abeille, ils ont importé notre abeille. Quelques années plus tard, dans les années 80, il y a des apiculteurs qui ont dû trouver que les essaims étaient moins chers en Asie que chez nous et qui ont acheté des essaims, qui ont fait revenir des rennes et des essaims asiatiques. Et c'est comme ça que varroa est revenu. Entre-temps, entre-temps, l'abeille Apis cerana avait transmis le varroa à notre abeille. Donc, si on fait venir Apis cerana, pourquoi pas, mais est-ce qu'elle va bien s'adapter à notre climat? Oui, peut-être. Et bon, elle produira moins de miel, donc je pense que déjà pour les professionnels, ce ne sera pas une solution. Mais je sais pas. On sait aussi que notre abeille, quand elle est laissée à l'état sauvage, finit par s'adapter à varroa, au prix de lourdes pertes, mais elle réussit à s'y adapter. Donc, varroa, il pose un problème aujourd'hui parce qu'on a une apiculture qui ne peut pas se permettre de perdre 95% de ses colonies. Mais l'abeille, elle saurait s'en défendre sans problème. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, que ce soit en Russie, que ce soit en Norvège. Voilà, il y a un exemple à Cuba avec un suivi bon, qui n'est pas forcément toujours très fiable scientifiquement, mais bon, voilà, il y a plusieurs études sur la question. Et effectivement, on sait aujourd'hui que les abeilles peuvent se défendre de varroa à condition qu'elles soient à l'état sauvage. Moi, je pense que c'est une bonne conclusion. Je vous remercie en tout cas, Mathieu. Merci aussi à ce public qui nous a suivis ce soir. Ces conférences sont de toute façon disponibles sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller les consulter. Il y en a d'autres qui sont très intéressantes aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu, pour cette conférence très, très intéressante. Votre parcours est très intéressant aussi. Merci d'avoir partagé avec nous. Je souhaite à tout le monde une excellente soirée et je vous dis à dans un mois. Merci. Au revoir. Merci. Mathieu, je vous contacte dans la semaine. Quand est-ce que vous préférez que je vous rappelle pour votre venue en Suisse pour notre fête d'inauguration?
Quand est-ce que ça vous Euh, convient? la semaine prochaine, c'est très bien, La moi. semaine prochaine, J'aurais c'est eu parfait. le temps de m'organiser si ça va. Très bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Super. Merci, bonne soirée, à une prochaine. Eh ben, merci beaucoup de l'accueil. Merci Mathieu, c'était super. Merci. Au revoir. Au revoir.